Intimement lié à l'histoire du Jura, le ski est inscrit dans la culture du massif. Longtemps utilisé comme moyen de déplacement par les facteurs, les douaniers et autres colporteurs, le ski a permis aux populations locales de s'affranchir des distances et de s'émanciper des hivers rigoureux. Mais c'est l'engouement pour les sports d'hiver qui favorisa son essor dans le Jura comme dans les Alpes. Salut, tu vas bien? Salut. 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 On va commencer par la bleue en fait et puis on fera au fur et à mesure. C'est ça avec le sourire. Héritiers des premiers skieurs jurassiens, ils sont aujourd'hui moniteurs de ski, perchman, dameurs ou, comme Régis et Luc, pisteurs secouristes. Leur mission, ouvrir les pistes, assurer le balisage et la sécurité des skieurs tout au long de la journée. Moi je suis originaire du coin, je suis né à Morée, donc pas loin d'ici, et j'ai toujours vécu sur les rousses. Je pense que gamin on a tellement pris plaisir à faire du ski que je pense qu'on pourrait... Enfin moi je pourrais pas m'en passer quoi, je sais pas toi Luc mais... Ouais, moi c'est pareil. C'est sûr que je me vois pas partir dans le midi et faire le même boulot toute l'année quoi. Quand il fait beau, tout le monde nous dit ouais vous avez un beau métier. Et puis il y a des périodes où ça souffle, où ça vente, où ça pleut, et finalement c'est un peu plus délicat. Mais on est quand même là. Mais c'est vrai que c'est l'extérieur, je me verrais pas dans une usine 8 heures par jour quoi. Entre Genève et la ville de Morée, les Rousses, la plus importante station de ski du massif. Station emblématique du Jura, berceau du ski nordique avec ses 220 km de pistes de fond, elle se tourne vers le ski alpin dès la fin des années 30. Mais l'origine du ski ici est encore plus ancienne. Elle remonte au tout début du XXe siècle, ce qui en fait l'une des toutes premières stations de sport d'hiver françaises, avec Chamonix, Megève et Briançon. La station de ski a commencé vers les années 1900. Monsieur Péclet, qui était maire des Rousses, avec le docteur Coutard, ils ont rencontré un officier anglais de l'armée des Indes qui était venu soigner son paludisme à la vallée de Joux. Cet officier, un jour, a fait la montée et la descente de la Dole à ski. Et en redescendant, il s'est arrêté à l'Hôtel de France pour manger. Et c'est là que le maire, M. Péclet, a découvert une paire de skis qu'il n'avait jamais vue. Et là, l'officier anglais lui a dit que ça remplaçait les raquettes de l'époque. Un peu dans le même temps, des militaires de Briançon ont commencé aussi à s'intéresser au ski. C'était un jeune capitaine Claire, qui avait été nommé là. S'est dit c'est quand même bien dommage parce qu'on ne peut pas se déplacer, donc on ne sert à rien, on ne peut pas bien défendre nos frontières. Et il a eu l'idée d'acheter des skis et de commencer à mettre ses hommes sur des skis. Il s'est passé quelque chose d'inattendu, c'est que les militaires ont commencé à vouloir se mesurer à leurs homologues, notamment italiens et suisses, en disant finalement on fait du ski de notre côté, est-ce que les autres ne sont pas meilleurs que nous? Donc on a commencé à organiser à Montgenèvre en 1907 une première compétition de ski. Ça se passait sur des pentes de neige. Un public est venu, des gens sont venus, des environs et même d'un peu plus loin, pour voir ça. Des gens qui ne connaissaient pas la montagne, qui n'avaient rien à y faire et qui se sont dit mais c'est amusant. Et du coup ça a déchaîné un intérêt qui était tout à fait imprévisible. Les premiers concours internationaux ont eu lieu en 1907 à Montgenèvre. Le deuxième, la course internationale à Chamonix, et en 1909 à Morée.
c'est parce qu'à l'époque, le train arrivait à Morée. Parce qu'il y avait un train direct de Paris avec des couchettes qui arrivait à 7 h du matin à Morée. C'était une prospérité exceptionnelle, inattendue pour les populations montagnardes, cet intérêt pour le ski, parce que c'est les citadins finalement qui ont inventé ce ski. Quand on voulait faire du ski, on montait par exemple à la Dole, au Noirmont, avec le ski sur l'épaule, et on descendait pour faire la descente. Les dames, j'ai des photos où on voit les dames en jupe. En jupe et un bâton. Et puis la neige, bien sûr, qui, à chaque chute, qui s'accrochait à cette robe et qui maintenait une certaine fraîcheur dans les membres inférieurs, ce qui n'est pas forcément très agréable, avec donc en général un seul bâton. Au départ, on n'avait qu'un bâton, pas deux, parce que c'est une technique adaptée de l'alpinisme. Quand on descendait en ce qu'on appelle en ramasse, on s'appuyait comme ça sur le bâton du piolet, comme ça, là, sur le manche du piolet, on appuyait comme ça, et on glissait en se dirigeant plus ou moins comme ça. Et on a adapté cette technique avec un grand bâton qui servait un peu à se diriger, à se freiner. Et notamment les skieurs de Briançon avaient inventé ce qu'on appelle l'arrêt Briançon, c'est-à-dire s'approcher aussi près que possible d'un arbre et l'attraper pour s'arrêter. Ça s'appelait l'arrêt Briançon. Ou alors c'était la chute. Alors c'est évident que c'était rapidement reconnu comme moyen de déplacement. Et le ski, effectivement, était utile aux postiers. Il y a des facteurs qui ont commencé à faire leur tournée à ski, utiles bien sûr aux militaires, y compris par ceux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des skis, notamment les gamins, et qui fabriquaient des skis avec des douves de tonneaux, et qui s'amusaient et qui s'en servaient pour se déplacer. Finalement, nous, à l'école, on allait à l'école à ski. Comme il n'y avait pas tellement d'activités, et l'hiver, tout le monde pratiquait le ski, surtout les jeunes. D'autant plus les jeunes, puisqu'on était une génération de mon époque, on était très, très nombreux à Bois d'Amont, justement, à faire du ski. Puis mon père, il était ouvrier toute sa vie, donc il n'avait pas les moyens de nous acheter des skis. Il fallait qu'il se débrouille pour nous les fabriquer. Alors, avec des bouts de courroie, avec des morceaux de fil de fer, pour les fixations, pour attacher sur le ski. Pour plier la spatule, alors il avait coincé le machin, puis il avait mis un poids en bas pour toute la nuit, pour plier la spatule, pour faire la première spatule. Ce nouveau moyen de déplacement va engendrer un nouveau métier sur le plateau du Haut-Jura, fabricant de skis. Isolés pendant l'hiver, de nombreux paysans possédaient déjà des ateliers attenants à leur ferme. Ils y façonnaient divers objets en bois, en particulier des boîtes à fromage, avant de se lancer dans la production de skis. À Bois d'Amont, la manufacture Vandel est la dernière à perpétuer cette tradition. Tout a commencé en 1937 avec notre grand-père Gabriel Vandel, qui était donc menuisier de son état, qui a commencé à fabriquer ses premières paires de skis pour le voisinage. De fil en aiguille, il s'est fait une renommée sur le village de Bois d'Amont, puis après sur le secteur du Haut-Jura. La production est exclusivement familiale, donc on est deux frères, plus le papa qui nous donne effectivement la main. Depuis tout petit, on a été mêlés dans la production. On a vécu dans l'ambiance du ski, de la poussière de bois, de l'odeur de la colle, l'odeur du vernis surtout. Ça, c'est une odeur qu'on retient bien. C'est ce qui a, on va dire, marqué notre enfance, et c'est les souvenirs qu'on a, et on perpétue en fait ces souvenirs-là. Le plus souvent, c'était le menuisier local qui avait la matière première à portée de main, qui était le bois. Et puis les outils aussi, surtout, puisqu'il fallait être capable de pouvoir scier des grandes longueurs, quasiment 2 mètres. Donc c'est généralement ces personnes-là qui ont commencé à fabriquer les skis dans chaque village de montagne. Les premiers skis qui se faisaient, ils étaient pris dans des arbres tordus, comme des lugeons de traîneau. Alors comme mon père était douanier, il repérait les lugeons, puis quand il avait un jour de repos, il allait les chercher.
pour tailler ses skis, qui se faisaient entièrement à la main, quoi, à la scie à chantourner. C'était un travail pénible et puis énorme. Puis ils étaient solides parce que à la courbe, on suivait la veine du bois. Donc ils étaient solides. Il n'y avait pas de corps, il y avait... Les fixations étaient rustiques, vous savez. 2 étriers pour tenir l'avant-pied, puis le reste était tenu par une courroie sommaire, quoi. Souvent, ils avaient effectivement la double activité. Donc, soit c'était des agriculteurs qui avaient leur activité de production de fromage, ou comme notre grand-père qui faisait un petit peu tout, c'est-à-dire qu'à la maison, il y avait l'étable avec les 3 vaches pour subvenir aux besoins de la famille, plus son activité de menuiserie et donc la fabrication de skis pour l'hiver. On laissait le ski tremper dans la vapeur d'eau environ un quart d'heure, 20 minutes. Puis quand le fer était un peu chaud, à peu près à la chaleur d'un fer à repasser, on le posait sur le ski avec une presse dans le bout. On pliait, on mettait une presse d'eau debout, puis on le laissait un quart d'heure, 20 minutes, puis c'était tout. Alors sur le plateau du Haut-Jura, il y a toujours eu des fabricants de skis, puisqu'on est quand même un pays de moyenne montagne, mais entouré de forêts. Donc le bois est omniprésent en fait dans la région, hein, que ce soit aussi bien au niveau des loisirs que même au niveau de la construction ou quoi que ce soit. Le bois fait partie intégrante de notre religion, on va dire. Partagées entre la France et la Suisse, les montagnes du Jura abritent une quinzaine de stations de sport d'hiver. Mont-d'Or-Métabier, Les Rousses et Mont-Jura sont les plus importantes. Chaque hiver, 800 000 skieurs investissent la partie française du massif, soit 10% de la fréquentation nationale. Ici, on profite des plaisirs simples de la moyenne montagne, loin de la foule des grandes stations alpines. Hop là. Allez, là, ça descend tout seul. Voilà. Comment tu t'appelles? Gabin. C'est Gabin qui va aller en premier. Nous, on est vraiment la station familiale par définition. Hein, on a un site qui est idéal pour les enfants. Le ski est facile chez nous. En fait, moi, à l'origine, je suis d'ici, donc je suis parti dans les Alpes pendant 15 ans. Je suis revenu pour la famille, hein, tout simplement, et puis parce que j'avais à cœur aussi de travailler et puis d'aider à faire avancer le ski chez moi. Toi, tu sais faire le chasse-neige? Cool. On dirait que je suis plus grand qu'eux. On dirait que je suis plus grand qu'eux parce que j'ai quand même 7 ans et demi. Nous, on travaille sur un site où c'est le lieu de vacances des gens. Et c'est ce qui fait que, en fait, à chaque fois, pour les aider à avancer dans notre sport, on doit être un petit peu psychologue. Et donc, du coup, c'est pas du tout rébarbatif. Très bien. Allez, on contrôle bien la vitesse. Très bien, faut bien lui laisser le temps de tourner. Allez, laisse aller, on revient en backside. Allez. Et on baisse. On contrôle. Allez, on essaye le frontside. Donc, très bien. Allez, on accélère, on y va. Là, il y a un petit peu de pente, on n'a pas peur. Ah, badaboum. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un père aussi qui m'a fabriqué un téléski quand j'étais petit. Et donc, j'ai skié énormément très jeune. Et ça m'a permis d'entretenir cette passion pour la glisse. Et puis après, le métier de moniteur de ski, pour moi, était une évidence. Allez, là, il y a un petit peu plus de pente. On va freiner un petit peu. Allez, on pousse les fesses. Pousse tes fesses. Super.
Près de 500 moniteurs de ski saisonniers travaillent dans le Jura. Anne est une des rares femmes à exercer ce métier sur la station. À la fois monitrice de ski alpin, de fond et de biathlon, elle donne des leçons depuis 20 ans. Pour développer votre prise d'appui. Après, quand on a vécu ici depuis tout petit, quand on est originaire du Jura, je crois qu'on s'en lasse très peu. Très peu. Et sur les paysages, on s'en lasse aussi rarement. Mais voilà, j'étais pas forcément vouée à rester ici. J'avais fait des études tout autres que ce que je fais actuellement. Mais le mal du pays m'a ramené ici, quoi. Voilà. Lâche en appui et je lance l'ensemble pour me donner de la vitesse. C'est un métier qui nous prend 7 jours sur 7. L'hiver, on n'a pas de jour de congé. Ne te trompe pas. Voilà. Dans ce métier, il faut prendre le travail quand il est présent. Et on ne peut pas se dire à février, j'ai pas envie de travailler, je prends mon week-end. Ça, c'est pas possible. Monte tes mains au niveau de ton regard. La plupart des femmes, en tout cas dans l'enseignement, arrêtent un petit peu plus tôt que les hommes. Ça, c'est une constante, on s'en rend compte, parce que je pense que physiquement, c'est compliqué. Et puis, savoir se faire accepter, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, si je me sentais pas à l'aise, je serais pas restée à l'école de ski aux Rousses, avec des moniteurs plutôt agréables et qui, des fois, sont un petit peu, entre parenthèses, macho, mais faut rentrer dans leur jeu, ça leur fait plaisir. Alors voilà mon super bureau, mon aquarium. Et si tu fais la croix, ça ferme tout. Si tu fais ça, d'accord. Je suis rentrée. Les moniteurs sont souvent des gens qui aiment être ensemble, travailler ensemble. Alors des fois, bien sûr, il y a des petits accros, hein, comme partout, mais en général, souvent, il y a des belles équipes et des bonnes équipes dans les écoles de ski. Mais à la base, c'était agriculteur. Le moniteur de ski était agriculteur. Parce que l'hiver, effectivement, ses vaches étant dans l'étable, lui, il avait un petit peu de temps. Donc, il consacrait ce temps-là au monitorat de ski. Maintenant, ça a changé. On n'a plus beaucoup de moniteurs qui sont agriculteurs. Et puis, on a beaucoup de moniteurs qui sont dans le bâtiment. Donc, qui vont être menuisiers, charpentiers, maçons, qui travaillent soit sur la station des Rousses, soit sur Suisse, soit agriculteurs aussi. On a 2 à l'école de ski. Mais en tout cas, c'est vraiment un compliment et il faut une activité l'été pour rester dans le métier actuellement. Pisteur pendant des années, Pascal a choisi de redevenir perchman, ou plus exactement, conducteur de remontée mécanique. Toute la journée attaché à son téléski, il apprécie le contact avec les vacanciers. Allez hop. La saison chez nous dure entre 3 et 4 mois, suivant l'enneigement. Au printemps, je m'occupe de l'entretien des sentiers pédestres pour la station des Rousses, donc pour les 4 villages. Et après l'automne, je fais tout ce qui est balisage nordique. Donc sur le domaine nordique, en fait, piste de luge, piste de ski de fond et tout ça. Voilà. Pendant 2 mois aussi. Allez, à côté de ça, je suis aussi gardien d'immeuble avec mon épouse à titre privé, quoi. Voilà. C'est pas la double activité ou c'est la triple activité? Si on veut, ouais. Voire plus, même des fois. Allez, on y va? Moi je viens de Belgique, donc je connaissais ni la montagne, ni le ski, ni le boulot en station. Quand on arrive dans le Jura quand même, les gens ont l'air très paisibles, ils prennent le temps de parler, ils aiment parler. Enfin, moi je vois bien partout, hein, quand j'arrive dans une pompe à essence, les gens on leur dit un petit mot, paf, voilà, ils sont prêts, ils rentrent dans le dialogue sans en faire des tonnes, hein, mais... Ben oui, moi je crois que c'est pas ce qu'on fait qui fait le bonheur, c'est la façon dont on l'habite. Hein. C'est juste ça, moi je crois. Voilà, si
Je peux faire le même truc en me disant oh, c'est chiant et ne parler à personne et ne rien faire. Hein. Il y a juste que c'est moi qui vais louper le coche, je crois. Hein. Impensable d'imaginer une station de sport d'hiver sans remontée mécanique. Ce fut pourtant le cas jusqu'à la fin des années 30. À cette époque, on gravissait les sommets à pied avant de pouvoir profiter de quelques minutes de glisse dans la poudreuse. À l'époque, on était 4, 5, 6 moniteurs. On damait nos pistes avec nos clients. Et puis, s'il y avait un blessé, eh bien, on ramassait le blessé, on le mettait sur une luge et on le montait dans le docteur du village. Et après, c'est arrivé les téléskis en 1937 à Lamoura. On appelle ça le télétraîneau qui était tiré par un moteur essence. Située sur la route nationale Paris-Genève, la station attire déjà quelques touristes avant-guerre. Mais c'est le développement économique de l'après-guerre, puis la mise en place des vacances d'hiver, qui vont faire du ski un nouvel Eldorado. Dans les années 60, la création des classes de neige amène une nouvelle clientèle sur le plateau. Avec tous ces gens qui arrivaient, c'était la prospérité et la possibilité pour des paysans qui ne travaillaient guère que l'été et difficilement d'avoir une autre activité beaucoup plus lucrative, même si d'aucuns peuvent penser que c'est dommage de voir se perdre des traditions, de voir se modifier un paysage. Ils ne sont pas très nombreux. La plupart, ils sont assez contents de pouvoir profiter de cela directement. Cet attrait pour les sports de glisse va créer une émulation entre les jeunes skieurs du massif, entraînant la formation de plusieurs générations de champions, Jean-Paul Pierrat, Victor Arbez, Marius Nora ou encore André Buffard, avec une spécialité, le ski nordique. En 1964, Léo Lacroix bouscule la tradition. Il devient vice-champion olympique et vice-champion du monde de descente. Une première pour un Jurassien. La médaille d'argent est une bien agréable consolation pour Léo Lacroix, félicité ici par Tony Seiler. À la suite d'un différend avec son fournisseur de matériel, il décide de fabriquer ses propres skis avec son cousin, Daniel Lacroix, et de courir avec au championnat du monde de Portillo. Alors moi j'ai dit, bah, tiens, je vais tester ces skis, c'était amusant, puis d'autant plus c'était mon cousin qui les avait fabriqués, c'était pour lui faire plaisir que j'ai fait ça. Et puis on a continué à travailler, comme on avait décidé de quitter donc Rossignol tous les trois, moi j'ai dit, allez, je vais attaquer avec Daniel, mon cousin, et on va fabriquer des skis, je vais tenter ma chance, je partirai à Portillo. Entre-temps, 8 jours avant de partir, on a mis une semaine pour fabriquer les skis de descente avec mon cousin. Et je suis parti donc avec ces skis. Et j'étais le seul dans l'avion à avoir la paire de skis, une paire de skis Lacroix. C'était la première fois dans l'histoire du ski qu'il y avait un coureur qui courait sur ses propres skis. Ça s'était jamais vu dans l'histoire du ski. Avec son unique paire de skis, il accroche la médaille d'argent, juste derrière Jean-Claude Killy. C'est là où a démarré véritablement la saga des skis Lacroix, où on a démarré donc, officiellement donc, la production des skis. Les plus grandes vedettes qui ont été sur les skis Lacroix. J'ai eu le président Gerald Ford, hein, surtout aux États-Unis, Robert Redford, qui était Navratilova. On fabriquait véritablement le ski sur mesure, ce qui a donné encore un plus extraordinaire. Et quand on a fabriqué ce ski sur mesure, j'ai eu le roi d'Espagne qui était le premier à m'en commander, le roi d'Espagne. Et il a fallu que j'aille lui livrer dans son palais à Madrid.
Pour moi, c'était une sacrée compétition de rentrer dans ce domaine de fabrication de ski, dans cette industrie du ski, parce que vous savez qu'à l'époque, il n'y avait que des grands noms dans le ski. Rossignol, Dynamic, Ness, Selk, Fischer, Head, tout ça. C'était déjà tous les skis qu'on retrouve encore actuellement. Et je suis parti là-dedans. Pour moi, c'était un nouveau défi que je me donnais. La marque s'impose en quelques années sur le marché du ski haut de gamme. Cette réussite incite l'ancien champion à quitter le vieil atelier familial pour une usine flambant neuve en Haute-Savoie. De son côté, Yvon Vandel reste à Bois d'Amont. Cela n'empêche nullement l'entreprise de prospérer. Dans les années 80, la manufacture familiale compte jusqu'à 25 salariés et produit 25 000 paires de skis par an, ce qui la place au 3e rang mondial dans le domaine du fond. Tiens, j'ai fini la 2e paire de... Plusieurs années sans neige vont briser cet élan. Les ventes s'effondrent, Vandel dépose le bilan en 1989. 8 ans plus tard, les 2 derniers héritiers reprennent la fabrication et renouent avec un mode de production semi-artisanal. Après, on a remis la semelle au fond du moule, donc on a le composite qui va venir couvrir tout le ski. Il y a toujours du bois, donc c'est vrai qu'après le ski, l'élément principal qui n'est pas forcément visible une fois le ski fini, c'est ce qu'on appelle le noyau. Donc le noyau est toujours composé avec une grande partie de bois. Donc après, ça peut être soit du bois évidé ou soit du bois mélangé à nuit d'abeille, comme on peut retrouver ici. Donc là, on a la partie nid d'abeille au milieu. Donc c'est une partie alvéolée pour gagner un maximum de poids. Puis après on a nos 2 champs en bois de chaque côté. Donc, pour comparer, on peut dire que c'est le squelette du ski. Et puis après le composite, donc le carbone, la fibre de verre ou la fibre de basalte, ça va être le muscle du ski. Donc il y a Léo Lacroix qui a créé sa propre marque de ski alpin sur le village. Donc, dans les années 60-70, il y avait Vandel qui fabriquait des skis de fond et puis Lacroix qui faisait des skis alpins. Je dirais notre seule chance de perdurer, c'est de ne pas de faire l'erreur du passé, donc c'est de ne pas de vouloir absolument devenir trop gros, quoi. Et pour ne pas dépendre non plus trop des conditions météo, parce que c'est vrai qu'après les hivers, maintenant, c'est quand même quelque chose qui est aléatoire, quoi. Voilà, donc le travail manuel reste effectivement important. Donc en plus de la main, il y a une chose que les gens ne devinent peut-être pas, mais j'ai quand même l'action des yeux. J'en profite d'effectuer en fait une opération de contrôle, puisque je m'assure qu'il n'y ait pas de défaut, on va dire esthétique sur le ski, et en plus de ça, qu'il n'y ait pas de défaut de conception ou de collage. Là, le ski il a cuit, donc il a chauffé pendant un cycle d'une demi-heure à 100 degrés. Il a été pressé à 100 bars, donc tous les éléments sont assemblés entre eux. Une fois que le ski sort de presse, il a déjà sa dureté, il a sa forme. Donc après, maintenant, il n'y a plus qu'un travail de finition à faire dessus. Donc, travail de la semelle, sérigraphie. Malgré les aléas et quelques hivers sans neige, la marque perdure. Ici, on fabrique des skis sur mesure et des petites séries, vendues ensuite dans le magasin familial.
le champion? Ouais, je t'écoute. Ouais mec, je suis en présence d'un jeune homme qui a fait une chute à ski et qui se plaint d'une douleur au genou. Est-ce que tu peux me rejoindre avec le traîneau? Ouais, ok, tu peux me dire à quelle balise tu es? Je suis au niveau de la liaison retour de la Coupe du Lac. Ok, c'est parti. Salut Luc, bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va aller. Gros chute, vous avez mal quelque part? Le genou, oui. Le genou, d'accord, ok. Ça a déchaussé les skis? Oui, oui, les deux. Il a mal vraiment à l'intérieur du genou, il a senti craquer. D'accord. J'ai regardé un peu sous le pantalon. Vous n'avez pas de coup de chaud ou quoi que ce soit? Vous n'avez pas perdu connaissance? Non, ça va. Ça vous sert pas trop? Non, ça va. Vas-y, encore un petit peu. Ok, je ferme. C'est bon? Et vous venez skier souvent par là? Ça m'arrive, oui. Ouais? On est du coin. Vous êtes du coin? D'accord. Ouais, donc pour complément bilan, la victime est conditionnée dans le traîneau. On descend en bas de la Serra, il nous faudrait une ambulance au pied de la Serra. Allez, on y va. Les dameuses sont aujourd'hui indispensables à l'entretien des domaines skiables. Remonter la neige descendue par les skieurs, niveler les bosses, refaire le tracé des pistes. De jour comme de nuit, les dameurs sculptent le manteau neigeux. Hors saison, Thierry est caviste chez un viticulteur en Suisse. Son métier d'onologue pourrait lui permettre de vivre toute l'année, mais il ne peut se résoudre à abandonner la neige et sa machine. On conduit quand même une machine qui fait 4,60 m de large, dans des endroits parfois un peu difficiles, mais et on travaille de nuit, on travaille de jour, on a des horaires selon les neiges complètement différentes d'un jour à l'autre. Et un jour, on va travailler du soir, le lendemain, il va neiger, on va travailler du matin. C'est un métier de... c'est dans les tripes. Il me faudrait vraiment un accident corporel qui m'empêche de conduire ma machine pour que j'arrête ce métier. C'est pas un jouet, c'est plus qu'un jouet, c'est même pas explicable. Faut devenir dameur pour comprendre et puis savoir ce que ressent un dameur quand il pilote sa machine. Oh, quelque chose d'exceptionnel, une voiture sur une piste de ski. Je vous laisse sortir, moi je vais passer à côté de vous là, vous me dites de pas bouger, moi faut que je fasse mon boulot. Ouais. BP 312 de Belgique. Un dameur, c'est un monde à part. On est des rustres, on est des gens de la nature, on est des gens de l'extérieur, et puis
C'est le côté d'être seul, c'est notre façon de vivre. Hier, on était à moins 19 degrés. Hier matin, à 7h30 du matin. Et pour nous, c'est de la rigolade. Donc c'est vrai c'est des dameurs, on est des rustres, on est des montagnards, on est des vrais. Et je suis fier de dire que je suis un montagnard. Ma femme s'est habituée au fait que, c'est habitué. Non, une femme, ça s'habitue pas au fait que le mari ne soit pas dans son lit. Mais... D'un autre côté, travailler la nuit, c'est vrai, c'est différent. Mais on a une journée aussi à nous. Après, vous allez me dire quand c'est que vous dormez. Eh bien oui, c'est vrai, quand c'est qu'on dort. On dort un petit peu la nuit, et puis on fait des bonnes siestes l'après-midi, pendant que les enfants sont à l'école, puis que madame travaille. Donc là, je vais monter faire ma ligne. Donc je vérifie tous mes galets de sécurité, savoir s'ils ne sont pas gelés, si le câble tourne bien dans l'axe des poulies. Et après, une fois arrivé en haut, je contrôle mes portillons de sécurité. C'est un portillon, si la personne ne lâche pas la canne, qui arrête automatiquement le téléski. Donc à contrôler tous les matins. Voilà. Tous les jours, à la fin de sa tournée d'inspection, Pascal scrute le ciel en espérant de nouvelles chutes de neige. Une inquiétude qui gagne tous les saisonniers du massif. C'est une inquiétude, oui, parce que c'est quand même notre gagne-pain, donc pas de neige, pas de clients, donc pas de rentrée d'argent, pas de personnel, pas de travail. Donc ouais, on scrute la neige, surtout cette année, elle nous fait un peu défaut, donc excusez-moi, allez-y monsieur. Après, si vraiment on n'a pas beaucoup de pistes ouvertes, qu'il y a vraiment un défaut d'enneigement, oui, après c'est le chômage technique qui prend le relais, donc chose qu'on ne souhaite à personne, parce que bon, les salaires sont moindres. Puis bon, rester à la maison, c'est pas tellement sympathique, on est là pour travailler, voilà. Donc, on espère que ça se passera bien, quoi, voilà. Pour des saisonniers comme nous, au mois de décembre, on se dit bon faudrait qu'elle arrive, qu'on fasse Noël, qu'on soit tranquille au mois de janvier, et puis février, que ça soit assuré, quoi. Et même avec la neige de culture, des fois, on n'arrive pas à avoir des périodes de froid au mois de novembre pour assurer Noël. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus délicat. Les saisons sont de plus en plus difficiles et on reste des travailleurs indépendants. Donc on est payé à l'heure qu'on effectue. À partir de là, si comme à Noël on fait 0 heure, on n'est pas payé. On n'a pas d'assurance chômage, on n'a pas de rentrée d'argent. Donc il faut savoir pallier entre deux activités. Il faut actuellement sur le Jura une activité forte l'été qui dure 7-8 mois. Les gens viennent, mais si on n'a rien à leur offrir, c'est un petit peu compliqué. En tous les cas, rien à offrir en termes de ski, ou trop peu. Et on fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, mais c'est vrai que la tâche devient pénible. On se retrouve sur des débuts de saison au ralenti, et puis dès que la neige arrive, par contre, on touche plus terre, puisque les gens viennent, et là, il faut essayer de répondre au mieux et au plus vite aux gens. Alors, ça va être les messieurs. Donc aujourd'hui, on peut être effectivement attentif au réchauffement climatique, mais on s'adapte aussi surtout en termes d'activité à ce manque de neige-là potentiel, en développant des activités vertes comme le vélo ou la rando, enfin d'autres loisirs, on va dire plus généralement, pour pas dépendre uniquement de la neige. J'ai les jaunes, moi, de toute façon. Vous, c'est effectivement les jaunes là. Si la question du manque de neige préoccupe toutes les stations, le Jura est particulièrement touché. Avec des pistes situées entre 1000 et 1700 mètres d'altitude, le massif vient de traverser 3 hivers difficiles. Aux Rousses, une soixantaine de canons à neige
permet de pallier en partie cette situation. Il se limite à 5 pistes, à peine 15% du domaine skiable. Sakai, là on a moins 5,4 humide et moins 4,6 sec. Et là il est en chauffe. D'accord. Fred et Cyril sont nivoculteurs, comprenez, cultivateurs de neige. Ils attendent la fermeture des pistes et l'arrivée du froid pour démarrer leurs enneigeurs. On se sent un peu pièce maître dans l'entreprise parce que s'il n'y a pas de neige, nos saisonniers ne travaillent pas. Mais tout ce qui est en point direct aussi, les locations de ski, les restaurateurs, tout ce qui suit, tous les aussi ne travaillent pas. Voilà, tous les sociopros. Et ils attendent beaucoup après nous. Nous, on dit on devrait manger gratuitement dans tous les restos des Rousses. On va dire qu'on a trouvé la pierre philosophale pour transformer l'eau en or blanc. Il faut de l'eau et de l'air, tout simplement. Aucun additif dans le Jura. De l'eau et de l'air. Et on refroidit notre eau. Parce que faire de la neige avec une eau au-dessus de 8 degrés, c'est impossible. Donc plus on a de l'eau froide, mieux c'est. Et plus on a des temps clairs avec un faible taux d'hygrométrie, mieux c'est. T'as du froid? Tu as du froid? Effectivement, on est à moins 6,7 en température humide. Neige artificielle. Les stations préfèrent le terme plus flatteur de neige de culture. Si elle est aujourd'hui produite sans adjuvant, cette neige nécessite d'importants aménagements qui marquent le paysage et impactent l'environnement. Canon à neige, réseau souterrain pour acheminer l'eau et l'électricité au sommet des pistes, station de pompage, lac artificiel creusé à flanc de montagne. Je voulais savoir comment ça allait en salle des machines. Tout se passe correctement en salle des machines. Ok, reçu, donc je te laisse faire ton tour sur le balancier. D'accord, c'est bien reçu. C'est plus qu'un boulot, c'est une passion. Ça allie beaucoup de choses que j'aime, à savoir la montagne, la technologie, les conditions un peu rudes. Et puis c'est un rêve de gamin, voilà. Voilà, donc le temps qu'il se relance un petit coup, on va en profiter pour casser un petit peu la glace. Certaines fois, les nuits comme ça, je pense à ma femme et puis à mes 2 enfants, mais eux aussi sont fiers de pouvoir dire que je suis nivoculteur. Mais comme je vous disais tout à l'heure, vu que c'est pas donné à tout le monde, on peut simplement s'estimer être fier d'avoir cette chance et puis de faire ce qu'on aime. Mais nous, on est des gens un peu actifs, donc c'est pour ça que ça nous plaît, parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer la nuit. Par contre, on aime bien quand c'est des nuits de pleine lune, claires, calmes, comme un peu où ce soir. Mais on est confiant et on prend le temps de manger, c'est pas souvent. Parce qu'on a pris les météos et les vents sont très corrects. Quand on a un manque de neige conséquent comme cette année, l'hiver part pas super, donc il y a une grosse pression sur les nivoculteurs. Là, on a fait notre sous-couche, on va dire, on a assuré la saison pour les vacances, hormis un gros redout. Et maintenant, on fait que saupoudrer, c'est-à-dire faire une neige beaucoup plus agréable à skier aux clients. Ça se couvre un peu, hein. Ah là, c'est trop humide, là. Ah, on le voit, là. Si tu vas là-haut, elle va se pousser, elle. Alors que là, ouais. Là, elle fait le rouleau comme dans une lame. 20 mètres plus bas, elle va être sèche. La neige là, elle est blanche. Elle n'est pas pleine d'eau, tu vois. C'est juste. Tu peux creuser, ça reste blanc. Ah voilà. Donc là, elle est pas mal. Mais le problème, c'est que si on remonte la qualité, on va être zombie, hein. Ouais, je sais pas, on va essayer peut-être. Donc
Donc à 1005, c'est sûr qu'il faut assurer un enneigement correct. Et puis ce qui peut nous sensibiliser aussi, c'est de se dire que même en hiver, on est quand même dans une période de sécheresse. Ouais, aussi, et c'est une des premières fois que ça arrive, donc il faut en prendre conscience pour au mieux réussir à optimiser notre production, puis ne pas mettre 1 mètre cube d'eau. Bah ouais. On a des forages qui sont arrêtés parce qu'on est sec. On sait qu'il y a des arrêtés préfectoraux, on sait que c'est un peu sec. Donc ce qui nous fait peur, c'est pour l'année prochaine. Parce que si on a des réserves qui ne sont pas pleines, on ne fera pas de neige. Donc les ressources en eau, c'est important. La réglementation en la matière est particulièrement stricte. L'eau consommée par les enneigeurs doit être prélevée sur les versants où elle est ensuite dispersée. La quantité de neige produite dépend donc des précipitations accumulées l'année précédente. La neige, pour un dameur, c'est son outil de travail. La dameuse, c'est bien, mais sans la neige, la dameuse, elle sert à rien. Et c'est vrai qu'on la connaît, on la regarde, on la touche, on l'observe, ça arrive même qu'on la goûte, mais ça, c'est plus pour le plaisir. Dans mon autre métier, je fais du vin. Et le vin, c'est un être vivant, mais la neige, c'est pareil. C'est pas un être vivant parce qu'il n'y a pas de bactéries, de levure. Mais elle va évoluer dans sa vie. Elle va naître, comme aujourd'hui, elle tombe, et demain, elle va mourir, elle va fondre. Et il va y avoir une multitude de stades par lesquels elle va passer. Et c'est en connaissant ces stades, aujourd'hui, on devient des professionnels de la neige. Là, il a téléphoné à son père apparemment, donc je sais pas qui. Et puis cette fois, de toute manière, la voiture, on va falloir la sortir. Puis le devis, là, je pense qu'il doit être dans les 2000 à 3000 euros. Là. Plus l'amende. Ouais, il est fermé. Que jusqu'au fort. Ben là, on n'a pas le choix, il faut l'emmener jusqu'au fort. Olivier, tu lui de braquer dans ce sens-là, il y a une souche là. Alors on arrive à la fin de journée, vers 4h30, 5h moins quart. Le but du jeu, c'est de fermer les pistes, en fait, s'assurer qu'il n'y a plus de skieurs, de clients en fait, sur le domaine skiable. Et donc chaque pisteur va fermer une piste, soit en visuel ou soit en ski. Et après on se retrouve tous en bas, et on dit ok, la station est fermée. Bon, on peut avoir les gens qui veulent faire la dernière descente, profiter de la journée de ski jusqu'au dernier moment et finalement sont fatigués et peuvent arriver à se faire mal. Donc on peut avoir des secours sur la fermeture, ça peut arriver. Laisse fermer au public, bonne soirée. Bien reçu, bonne soirée. Dans les périodes où on a forcément où ça neige, où la visibilité n'est pas très bonne, les gens sont persuadés de partir à un endroit, en fait ils partent complètement à l'opposé. Et avec le brouillard, on perd nos repères et ça peut arriver. En général, on en a toujours 2-3 dans l'année, quoi. Ok, bien reçu, Reg. Ouais, si tu peux faire passer un petit message aux dameurs qu'ils essayent de remettre un peu de neige sur la rouge Auvergne en dessous du pylône 7 télésiège. Ouais, c'est bon, il n'y a plus personne, on est les derniers sur la piste.
Tu les as vu passer les surfeurs? Ok. Ouais, c'est bon. Ah, écoute, ça doit être pas mal. Allez. T'arrives à bouger un petit peu le bras quand même ou pas? Quand je descends le bras, ça me fait mal. Ouais. Quand je monte, ça me fait mal. D'accord, ok. Vous voulez qu'on regarde un petit coup ça au poste de secours? Hein? Je suis pas médecin, mais on peut regarder un petit coup. Savoir s'il n'y a pas quelque chose de déplacé. Par contre, ce qui serait bien, après vous, c'est de l'emmener chez le médecin. Hein? À la tombée de la nuit, dameurs et canons à neige prennent le relais des pisteurs. Une station de ski est une usine qui tourne 24 heures sur 24. Dans le Jura, près de 10 000 saisonniers vivent de la neige, sans oublier les éleveurs, les bûcherons, les artisans, également pisteurs, moniteurs ou conducteurs de remontées mécaniques. Le ski a permis de limiter l'exode rural et de maintenir une vie sur ce territoire aux hivers rigoureux. D'aucuns regretteront les aménagements imposés par ces stations qui étendent chaque année leur emprise. Mais l'apport économique des sports d'hiver ne soulève guère de contestation.